Bonjour à tous, je suis très heureuse d'accueillir Frédéric Rozin et je le remercie pour son intervention. Frédéric Rozin est professeur des universités à l'ENSAM d'Aix-en-Provence au sein du laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, le LISPEN pour ceux qui connaissent. Et il est fondateur et responsable du pôle d'INEO qui travaille autour de l'excellence opérationnelle et supply chain management. Ses travaux portent essentiellement sur des nouveaux modèles de production qui combinent à la fois les bénéfices de l'excellence opérationnelle et l'industrie 4.0, voire 5.0, comme on va le voir tout à l'heure, avec un focus justement particulier sur l'amélioration des processus de prise de décision grâce aux nouvelles technologies. Et donc, outre ces travaux de recherche, en fait, il est le fondateur de Dineo, qui est en fait une usine-école qui propose des formations à l'excellence opérationnelle. Et cette usine-école lui permet aussi de mener des expériences de recherche réelles, on va dire, pour tester et valider les modèles qu'il développe dans le cadre de ses activités. Donc, je le remercie encore une fois et je lui laisse nous parler du Lean 5.0, l'IA et le risque de désengagement humain. Merci Olivia, et merci pour cette invitation et ravi d'être avec vous. Alors une première précision, je suis pas professeur des universités parce que j'ai un parcours un peu atypique qui m'a amené à faire de la recherche, mais et donc C'est pas grave, on survit. ouais. Pour être dans le même cas que toi. Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, je suis professeur aux arts et métiers en gestion industrielle. Je vais vous présenter, alors, je vais peut-être partager tout mon écran, comme ça, en même temps, vous avez l'affichage qui apparaît. Et donc, là, je vais vous présenter effectivement des travaux qui ont été menés au départ sur le lien entre le lean et l'industrie du futur, et qui ont, avec un focus particulier sur justement le rôle de l'IA et l'impact sur l'engagement humain. Alors, c'est des travaux qui ont été menés en partenariat avec l'Université de Québec Trois-Rivières, avec Polytechnique Montréal et avec HEC Montréal. Deux laboratoires sont impliqués, le LISPEN et l'AMI, et deux plateformes technologiques. Alors, comme tu l'as évoqué, Olivia, la plateforme d'INEO, qui au départ est une usine-école qui a vocation à former des industriels du sud de la France et puis plus largement. Donc, on a formé un peu plus de 2000 salariés depuis sa création aux alentours de 2013. Et puis, on intègre aussi aujourd'hui un Learning Lab dans lequel on va établir certains protocoles de recherche et expérimentaux et qu'on développe en partenariat avec le Tech 3 Lab, qui lui est rattaché à HEC Montréal et qui est un laboratoire spécialisé dans l'évaluation de l'expérience utilisateur, donc tout ce qui est UX. Et eux travaillent beaucoup sur l'utilisation de ces nouvelles technologies dans des environnements destinés à des consommateurs plutôt finaux. Et nous, on propose ici un environnement plus industriel. Et donc, ce mariage est né tout un tas d'expérimentations. Et donc, je vais vous présenter certains résultats. Voilà, alors on parle beaucoup autour de l'industrie 4.0, industrie 5.0, d'une révolution qui sera en marche. C'est un des critères qu'on peut prendre comme exemple pour voir à quel point cette démarche est assez singulière, en tout cas cette évolution assez singulière. Je vous ai mis ici les 10 plus grosses capitalisations au départ, donc capitalisation boursière depuis 2009. Vous avez en violet tout ce qui est lié au secteur de l'énergie, en orange tout ce qui est lié au secteur des technologies et en vert tout ce qui est lié au secteur financier. Et donc on voit que après la crise des subprimes, on a toujours le secteur de l'énergie qui est en avant et aussi le secteur financier. On voit Microsoft qui fait partie des 10 premiers et on se rend compte que 5 ans plus tard, en 2014, on a déjà les GAFAM qui sont en train de reprendre du poids, avec Apple, Alphabet, donc tout l'écosystème autour de Google, et puis Microsoft, qui sont sur des capitalisations, pour certaines, qui dépassent déjà les 500 milliards de dollars. On est sur des chiffres déjà assez vertigineux. Entre en 2011, il y a la Foire internationale de Hanovre, avec au départ un panel d'industriels allemands qui propose un nouveau modèle industriel d'industrie 4.0 qui va être repris par le gouvernement allemand pour restructurer, en faire une feuille de route pour
une politique industrielle en Allemagne et qui va être déclinée un peu dans tous les pays. Donc nous, on parle plutôt d'industrie du futur. On a d'autres vocables qui sont utilisés dans chaque pays. Et si on zoome encore 5 ans plus tard, eh bien, on se rend compte que là, pratiquement tous les acteurs sont des acteurs de la tech. Alors, on retrouve les acteurs américains, bien sûr, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, donc Google, Facebook. On retrouve aussi les pendants chinois. Et on voit aussi des capitalisations boursières qui ont passé les 1 000 milliards de dollars. Donc là, on est sur des seuils assez historiques, hein, et avec sur les évolutions autour de ces politiques telles que l'industrie 4.0 qui évolue dans chaque pays. On commence à parler en 2016 de société 5.0 au Japon, en intégrant, c'est dans le nom, hein, des aspects sociaux, avec une population qui est vieillissante, un problème d'intégration ou de disponibilité, plus exactement, des ressources actives, et puis aussi une population vieillissante. Donc, l'idée que ces technologies peuvent, au-delà de l'industrie, avoir un impact et une manière de restructurer la société. Et puis, si on continue à évoluer, en 2020-2021, on a l'Union européenne qui fait évoluer ce modèle d'industrie 4.0 en industrie 5.0. Et en 2024, on reviendra, hein, sur ce principe d'industrie 5.0. 2024, on a deux acteurs, Microsoft et Apple, qui vont franchir les 3 000 milliards de capitalisation boursière. Donc là, on est sur des capitalisations qui sont au-delà de l'équivalent d'un PIB tel que la France. Et ça n'a de cesse de croître. Et des acteurs un peu particuliers comme Nvidia qui vont entre-temps se greffer dans les 3 premiers, franchir la barre aussi des 3 000 milliards de capitalisation, alors qu'ils étaient, en comparaison des autres, on le voit en 2009, pas présents dans les 10 premiers, avec des taux de croissance absolument vertigineux. Et bien sûr, en fait, tout ça est tiré par un narratif autour de l'intelligence artificielle qui est extrêmement fort. Voilà. Donc, dans ce contexte, en fait, on peut se poser effectivement la question de savoir quel lien entre cette industrie 5.0 et les modèles d'organisation qu'on retrouve dans les entreprises, l'impact aussi singulier de l'IA, en particulier sur les aspects humains. Et du coup, ça fera l'objet de deux premières parties. Et puis ensuite, je vous présenterai deux études qu'on a menées. Une première qui est évaluée en fait l'impact cognitif et les aspects aussi émotionnels et comportementaux induits par l'assistance d'une intelligence artificielle sur une tâche opérationnelle. Et puis on verra quelques écueils qui ont pu, ou quelques points de vigilance qu'on a remarqués. Et on a développé un système ici pour essayer de contrecarrer ces problèmes. Et on vous présentera ça, je vous présenterai ça à travers une deuxième étude avec cette conception de ces solutions et les résultats obtenus. Voilà, et puis ça ouvrira rapidement sur les perspectives de recherche, ce qui en retient à retenir pour la suite. Voilà, alors pour revenir sur le lien entre le Lean et l'industrie du futur, alors le Lean, c'est une organisation du travail qui est en fait une copie d'un système qui est japonais au départ, hein, qu'on peut appeler sous le terme de toyotisme, qui s'est particulièrement développé après la Seconde Guerre mondiale et qui a attiré l'attention, puisqu'en fait le Japon est un pays avec une histoire économique sans réel précédent, puisqu'en fait ils partent d'une situation où ils sont en grande difficulté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en 30 ans, ça devient la deuxième économie du monde. Et ça va conduire à mener des études pour essayer, commanditées par les industriels du nord-américain de l'automobile, confiés au MIT, pour essayer de comprendre en fait ce modèle japonais. Et derrière, il va y avoir notamment 4 gros programmes de recherche successifs qui vont amener à essayer de comprendre en fait ce modèle. Alors, une des représentations classiques, c'est celle que vous avez sur la gauche, avec deux piliers, dont le premier est souvent très très connu, c'est la notion de juste à temps, être capable de gérer les flux pour faire en sorte que les justes quantités de produits arrivent au bon moment. Auprès notamment du client qui peut être un client final ou un client intermédiaire. Et un deuxième pilier, ici, le Jidoka,
Alors forcément, il y a des termes japonais qui traînent, qu'on a tenté de traduire par notamment le terme autonomation. Donc on sent derrière une notion d'autonomie au travail qui pourrait ressurgir. Alors Jidoka, il faut comprendre derrière cette idée-là, l'idée de construire la qualité dans le flux. On peut essayer de livrer un produit dans temps et en heure et en juste quantité, mais si le produit n'est pas de qualité, ça ne sert à rien. Et en fait, historiquement, le Jidoka est un prérequis au juste à temps. Chose qu'on n'a pas forcément vue au départ, puisqu'en fait, quand on visitait les usines et qu'on les comparait, les aspects les plus visibles étaient plutôt ceux associés au juste à temps. Et ce qu'on a encore moins vu, c'est ce qui est à la base, c'est la culture d'entreprise qui est associée à la mise en œuvre de tous les principes associés notamment à ces deux piliers, avec un élément central, cette logique d'amélioration continue qui repose sur la réduction des gaspillages et aussi sur une forte implication des employés au travail. Alors, bien sûr, pour essayer de modéliser ou de représenter la culture d'entreprise, on a par exemple ici ce qui a été formalisé au sein de Toyota sous le vocable du Toyota Way, avec deux grands axes très forts, cette notion d'amélioration continue, l'idée d'avoir une entreprise qui est apprenante, et puis, un deuxième axe très fort qui est le respect des différentes parties prenantes, alors que ce soit des parties prenantes internes ou externes. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail, en fait, on voit que la dimension humaine dans la performance obtenue grâce à ces organisations est majeure. Et puis, donc, on a bien sûr ce qui a pu être qualifié de pendant en fait, de nouveaux modèles industriels, s'appuyant sur les technologies, alors sans toutes les évoquer bien sûr, mais l'intelligence artificielle est une de ces technologies clés. Et pour nous, se poser la question de savoir dans un premier temps quel était le positionnement du Lean par rapport à ça, par rapport notamment à ces modèles d'industrie du futur. Alors assez tôt, ce sont des travaux qui ont commencé, on va dire, en 2015-2016, avec des conclusions assez établies dès 2017-2018. En fait, on a quatre visions en fait proposées par la littérature ici. Ces modèles d'organisation qui sont une base nécessaire au déploiement de l'industrie 4.0, qui apparaît de manière très très nette et qui est clairement l'axe le plus largement partagé. Un deuxième axe où l'industrie 4.0 tel qu'on l'appelait à l'époque, améliorer l'efficacité du Lean. Alors c'est aussi un axe qui vient compléter le premier et qui est assez reconnu. Et puis les deux derniers axes qui impliquent en fait pour le troisième par exemple que l'industrie 4.0 est un modèle à part entière qui s'est à dissocier du Lean mais qui se complète. Et à l'inverse le quatrième axe où l'industrie 4.0 viendrait mettre à réinterroger en fait l'ensemble des principes du Lean. Alors il y a relativement peu d'acteurs qui sont là-dessus, mais à vrai dire, certains principes du Lean pourraient être réinterrogés. Et donc forcément, à chaque fois, il convient d'avoir une approche assez nuancée, mais à retenir ici que 80% à peu près des acteurs considèrent que le Lean est un prérequis au déploiement des nouvelles technologies. Alors, on a mené des études que je ne vais pas détailler ici, c'est juste les conclusions, associées donc à chacun de ces éléments structurant du modèle, en fait, on a un ensemble de principes. Et on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure les nouvelles technologies contribuaient au renforcement ou à la mise en place de ces principes Lean. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est que au moment de l'étude, donc on est en 2019 là, et 2020, la majeure partie des technologies sont mobilisées pour mettre en œuvre et renforcer des principes associés au juste à temps. On a beaucoup moins de cas de figure associés à la construction de la qualité dans le flux, à ces notions d'autonomation. Le lien avec la culture d'entreprise et les aspects managériaux est très très faible. Et il n'y a rien sur les logiques d'amélioration continue et surtout d'implication des équipes au travail. Or de là, une vraie interrogation se pose la question de savoir si justement, telle qu'elle était déployée, ces technologies n'allaient pas euh, ben, déséquilibrer en fait ces modèles. Et deux axes forts sont d'ores et déjà apparus à ce moment-là. C'est l'idée de travailler sur le renforcement des prises de décision, qui sont un axe très singulier et très fort dans l'autonomisation au travail. Et aussi, bien sûr, les liens avec les bases de l'amélioration continue.
Voilà, alors du coup, les questions clés derrière tous nos travaux, sont celles-ci, en fait, en quoi les nouvelles technologies contribuent à renforcer les prises de décision et à impacter le niveau d'autonomie sur un système opérationnel quel qu'il soit. Alors, bien sûr, nous, on va faire un focus sur l'intelligence artificielle, mais en fait, nos travaux ne s'intéressent pas uniquement à cette technologie. Alors, pourquoi s'intéresser au processus de décision? En fait, quand on regarde l'utilisation des données, en fait, sur un système organisationnel, soit c'est un système d'information va descendre des datas vers un système opérationnel physique qui va, par exemple, dans un système manufacturier, transformer la matière. Et là, en fait, on est souvent sur des problématiques en lien avec l'automatisation. Et puis, ces mêmes informations ou d'autres informations sont utilisées aussi pour le système qui est au-dessus, qui est le système des décisions. Et là, bien sûr, ça présente une très, très forte valeur ajoutée. Et donc, nous, on est plutôt focalisé sur ces aspects-là. Alors, pour faire le lien aussi toujours sur la migration qui s'est opérée au niveau de l'Union européenne entre l'industrie 4.0 et l'industrie 5.0, je vous ai mis ici les résultats de l'enquête menée par Acatech régulièrement auprès d'un panel d'industriels allemands. Et donc ici, vous voyez que il parle de digitalisation à partir du moment où on commence à diffuser, on va dire, tous les systèmes numériques et à les interconnecter entre eux. Et au moment où s'opère ce virage entre industrie 4.0 et 5.0, on voit que 96% du tissu industriel allemand étudié dans ces modèles de maturité ici se situe uniquement à la digitalisation et qu'uniquement 4% en fait, des industriels sont perçus comme ayant vraiment mis le pied dans l'industrie 4.0 avec 4 niveaux ici. Un premier niveau où l'idée est la suivante, c'est de mobiliser ces nouvelles technologies pour comprendre ce qui se passe, comprendre l'état du système. Un deuxième niveau où l'idée est de comprendre pourquoi on est à ce niveau-là, dans cet état-là. Un troisième niveau où on se pose la question de ce qui va arriver par la suite. Donc on est plus sur une approche prédictive et prospective. Et puis un dernier niveau où, en s'appuyant sur les 3 niveaux précédents, on a des systèmes qui sont auto-adaptatifs et autonomes dans leur prise de décision. Et donc, il y a eu tout un tas, bien sûr, pendant une décennie, de proof of concept développés avec des résultats qui sont, à vrai dire, assez mitigés en termes de performance. Et, et derrière, euh, est revenu en fait la nécessité de mettre en avant la finalité du déploiement de ces technologies. Et donc, 3 axes principaux ont été mis en avant. Le premier, qui est l'idée que ces technologies doivent être centrées sur l'humain. Un deuxième, en lien avec les enjeux de durabilité. Alors, dès 2018, on retrouve des enquêtes par exemple du Shift Project qui montrait que l'impact du déploiement du numérique était sur l'impact carbone équivalent à l'aviation civile, mais avec une croissance de 8% par an, en fait, entre 7 et 9%, mais on va prendre 8% en moyenne. C'est à peu près ce qu'on a connu depuis. Donc 8% sur 30 ans, ça amène à multiplier par 10 ces facteurs carbone sur 3 générations, hein, donc sur presque une centaine d'années, ça amène à des facteurs, je crois pas me tromper, qui sont supérieurs à 2000. Donc tel quel, c'est pas soutenable. Donc l'idée que ces technologies doivent être développées, mais en intégrant ces enjeux. Et puis, bien sûr, il y a eu la crise du Covid et puis tous les aspects géopolitiques, que ce soit à travers le canal du Suez et puis tous ceux dont on entend encore parler aujourd'hui, qui ont posé la question de la résilience des chaînes, notamment des chaînes logistiques, et en particulier avec une problématique spécifique au numérique, c'est que certains éléments du numérique intègre une grosse partie des éléments qu'on va retrouver par exemple sur le tableau de Mendeleïev. Hein, un téléphone portable, on dit souvent c'est entre 50 et 70%, 50 ou 70 composants qui sont ou éléments du tableau de Mendeleïev qui sont mobilisés. Donc forcément, les chaînes logistiques sont extrêmement complexes et soumises à tous ces aléas. Voilà, alors nous, on est sur les travaux que je vais vous présenter, on s'intègre clairement dans ces enjeux d'industrie 5.0, avec un focus particulier sur
l'idée de développer des technologies centrées sur l'humain. Et en étudiant la littérature, on constate que malgré justement des travaux qui sont affiliés à l'industrie 5.0, en fait, on trouve beaucoup de travaux qui restent en fait focalisés sur l'amélioration de la productivité des systèmes et relativement peu de travaux qui se posent la question des conséquences sur les opérateurs, les travailleurs au sens large, et qui sont traités sur une base vraiment scientifique. Souvent, on est sur des conclusions ou des préconisations pour la suite, mais c'est rarement étudié. Et, euh, et quand c'est étudié, souvent c'est étudié a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire c'est pas pris en compte dès les phases de conception. Voilà, donc en partant de ce constat, l'idée donc ici de développer des modèles lean qui reprennent en fait la force de ces modèles qui étaient centrés sur l'implication des hommes au travail pour dans ces logiques d'amélioration continue, se pose la question ici de comment mobiliser notamment une des technologies phares qui est l'intelligence artificielle pour développer ici des systèmes qui restent centrés sur l'humain. Alors, comment mesurer l'impact de l'IA sur l'humain? Alors, là-dessus, il y a plein de, de retours qui montrent une certaine inquiétude. Alors, là, j'ai mis une diapo un peu humoristique sur ce que pourrait être la perception de la place de l'homme par rapport justement à ces machines qui pourraient intégrer ces intelligences artificielles. Bien sûr, tout ça est caricatural, mais ça amène malgré tout, c'est des vraies questions de société et des questions aussi de déploiement, dans le déploiement et la bonne utilisation de ces technologies. Alors, on l'a dit, il y a un lien fort avec la notion de prise de décision. On a beaucoup travaillé sur les modèles de prise de décision. Alors, sans rentrer bien sûr dans les détails, ici on a un modèle de prise de décision qui s'appuie sur des travaux initiaux menés par Mintzberg. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les gens qui sont intéressés aux prises de décision étaient historiquement des gens qui étaient proches de l'intelligence artificielle à ses balbutiements. Et donc, prendre une décision, c'est avant tout repérer qu'il y a une décision à prendre, il faut un stimuli de départ. Alors, ce qui est assez étrange et par contre probablement très singulier, c'est que ce stimuli est qualifié de la même manière par les gens qui travaillent sur la prise de décision et par ceux qui travaillent sur le lean. À savoir, en fait, c'est un décalage entre une situation actuelle et une situation cible idéale. Et le problème, donc, est bien la différence entre les deux. On différencie différents cas de figure qu'on n'appelle pas forcément exactement de la même manière. On va parler de problèmes en prise de décision quand on a une situation cible qui correspond au sens du Lean, ce qu'on appelle un standard de travail, c'est-à-dire la meilleure pratique connue à un instant T. Et donc, peut-être qu'on n'est pas au standard, donc il y a un problème dans le décalage. Un deuxième cas de figure qui correspond plus à une opportunité, où en fait on peut être au standard, mais ce standard, cette cible, du coup, doit être reconsidérée. Et donc, ça peut être des éléments de l'environnement ou des exigences qui vont croissantes, qui amènent à revoir cette cible. Donc, on parle plus d'opportunités alors que en prise de décision, alors qu'on va parler de problèmes de type 1 et de type 2 au sens du lean. Puis derrière, une fois qu'on a ce stimuli de départ, il y a toutes les étapes de recherche de solutions. Alors, avec des cas un peu différents, selon qu'on a des solutions qui sont connues ou pas. Donc, la nécessité de concevoir des solutions sur mesure ou pas qui sont ou pas précédés d'une étape de diagnostic ou de pronostic. Alors, au sens du Lean, il y a l'idée de ne pas travailler sur les conséquences d'un problème, mais bien sur les causes racines. C'est quelque chose qui est extrêmement fort dans la culture associée à ce modèle d'organisation. Et puis derrière, il y a toute l'évaluation des différentes solutions qui va être opérée. Et puis derrière, c'est pas parce que un groupe de personnes ou un système a proposé une solution qu'il est autorisé à la mettre en œuvre. Et donc, bien sûr, derrière, il y a tout un processus qui conduit à l'autorisation pour la mise en œuvre et qui conduit à l'action. Alors derrière se pose la question de savoir, tout ou partie de ces étapes du système, quelles sont celles sur lesquelles on peut mobiliser utilement des technologies de l'industrie du futur. Et donc, ça nous amenait à proposer ici un modèle de type d'autonomie qui repose sur le renforcement du processus de décision. Alors là aussi, c'est juste pour montrer que le choix des transformations est vraiment large.
On peut s'appuyer sur ces technologies pour renforcer plutôt les premières étapes et qui vont euh, permettre de repérer des problèmes qui peuvent être parfois euh, inconnus ou parfois connus, mais on ne sait plus on ne sait pas qu'on ne savait. Voilà, donc ici, il y a plein de cas très, très utiles de développement. On peut aussi travailler, mobiliser ces technologies pour renforcer la recherche ou la conception de solutions, pour travailler sur leur évaluation ou travailler sur ce qui conduit à l'action, à la mise en œuvre, donc notamment autour de ce processus d'autorisation, avec donc deux cas de figure qui sont vraiment quand même à dissocier. Le fait qu'on travaille en s'appuyant sur des solutions qui sont déjà connues, donc là il y a toute une capitalisation des connaissances qui est majeure derrière, ou à l'inverse sur un processus de conception de nouvelles solutions. Voilà, alors parmi tous ces choix-là, en fait, sur l'approche et l'utilisation de l'IA dans les processus de décision, euh, on a souvent une présentation qui est la suivante. En fait, on parle de prise de décision qui repose sur les data. Donc, l'intelligence artificielle allant chercher une grosse masse de données et pouvant permettre ici de proposer des décisions. Donc là, on est sur un premier niveau qui correspond, par exemple, à ce qu'on va retrouver sur les usages qu'on en a souvent sur nos smartphones, avec tous les systèmes de recommandation qu'on peut avoir sur les différentes applications qu'on va utiliser. Mais on va avoir, dans un cadre industriel, des besoins qui sont un peu plus forts. C'est-à-dire que souvent, la décision qui est préconisée par l'intelligence artificielle, on ne sait pas comment elle est obtenue, en fait. Et donc, on a besoin derrière de rentrer dans la compréhension et l'argumentation, en fait, de ce choix. Et derrière, on a ici l'idée que l'intelligence artificielle peut aider et assister un expert justement dans cette argumentation ou cette meilleure compréhension. Et donc se pose la question de l'impact de cette intelligence artificielle sur justement cet acteur qui va utiliser cet outil. Alors là-dessus, les travaux sont inégalement répartis. Euh, on a mené un état de l'art là-dessus sur les différentes natures d'impact. Alors, on peut repérer les impacts qui sont de nature cognitive. Donc là, on est bien sûr, on parle de processus mentaux et l'idée que on va travailler sur la charge mentale et les logiques d'apprentissage et de prise de décision pour un acteur donné. On va aussi avoir une deuxième composante ici d'engagement qui est plutôt psychosocial, et notamment avec une composante émotionnelle qui est très très forte. Et dans nos prises de décision, en fait, on est d'abord sur des critères émotionnels avant d'être rationnel. Et donc, c'est pas toujours les éléments purement cognitifs qui amènent à prendre des décisions humaines. Et puis, on a une troisième dimension qui est une dimension comportementale qui, elle, se traduit ici par des changements observables. Donc, c'est clairement les comportements des personnes qui se traduisent par des actions, des routines particulières. Voilà. Et derrière, tous nos travaux s'appuient sur la théorie de l'autodétermination, en se posant les questions, en fait, de savoir quelles sont les caractéristiques des différentes technologies, donc entre autres de l'intelligence artificielle, qui vont avoir une application sur la motivation au travail, qui elle-même a une application sur l'engagement. Alors ici, là aussi, sans rentrer dans le détail de tous ces modèles, et vous voyez qu'en fait, ces problématiques amènent à avoir des compétences éminemment multidisciplinaires. On est tous, je pense, nombreux à avoir des étudiants régulièrement devant nous se pose la question de leur engagement, par exemple sur un cours magistral. Et cet engagement, ça peut se traduire par un comportement, mais le comportement peut être fin. On n'est pas sûr qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans leur cerveau, et on ne sait pas si ils sont mobilisés cognitivement pour nous écouter, et encore moins émotionnellement. Et avant même, donc ça c'est l'engagement, mais avant l'engagement, il se joue quelque chose avant même d'aller en cours, en fait. C'est des aspects motivation. Et là, en fait, c'est la théorie de l'autodétermination affirme que ici, tout travailleur a des besoins innés et qui sont quasi universels, qui sont le besoin de se sentir efficace dans son travail. Donc, c'est des aspects de compétence ici. Un besoin aussi de se sentir maître de ses actions et de ses décisions. Donc là, bien clairement, il y a une dimension d'autonomie.
Et puis aussi d'avoir des interactions sociales que l'on juge avoir du sens. Alors, dans les travaux qu'on va vous présenter, cette troisième dimension de la motivation, ou des besoins nécessaires à la mise en place d'une motivation qui est plus intrinsèque et moins étudiée, mais on était plutôt sur des aspects de compétences et d'autonomie. Voilà, et bien sûr, en fait, une motivation de ces besoins en autonomie, en compétences notamment, va découler en fait un type de motivation qu'on va qualifier de plus ou moins extrinsèque ou intrinsèque. Alors là aussi, si je fais le parallèle avec des étudiants en cours, une motivation extrinsèque, c'est en gros, c'est la carotte et le bâton. C'est tu viens en cours parce que tu as besoin d'avoir une note et de valider ton niveau. Ça peut être aussi perçu comme une récompense, avoir une bonne note. Euh, et de manière un peu caricaturale, qu'on pourrait dissocier ou en fait distinguer d'une motivation intrinsèque, où là, c'est clairement l'individu qui vient en cours écouter parce que ça l'intéresse et parce qu'il a envie de progresser sur le sujet et que c'est en rapport avec et ses centres d'intérêt et ses valeurs personnelles. Voilà. Alors, bien sûr, se pose la question de savoir comment les technologies ont un impact sur la nature de la motivation et les différents types de régulation qui vont vers une motivation qui va être plus intrinsèque qu'extrinsèque. Comment ça va se traduire derrière par un engagement cognitif, émotionnel ou comportemental plus ou moins important. Et puis derrière, eh ben, bien sûr, des conséquences à long terme sur la performance au travail, sur le fait qu'on a un turnover qui est moins prononcé, que les gens restent plus attachés à leur organisation, un bien-être au travail qui est accru et une acceptation aussi de ces technologies. Alors, ici, à ce stade-là, je vous propose de regarder certaines études qu'on a menées, où là, donc, on a regardé, sur une situation de travail que je vais vous décrire, on a proposé ici l'utilisation ou pas d'une assistance décisionnelle qui repose sur une intelligence artificielle et on a mesuré l'impact sur l'engagement cognitif, émotionnel et comportemental d'une centaine de personnes qui sont venues réaliser ces expériences. Alors pour ce faire, on a reproduit ici une situation de travail. Alors, je vais essayer de lancer ici la petite vidéo. On est ici chez TSM, qui fabrique les raquettes à neige que vous devinez sur l'image, qui est une société proche d'Annecy. Et on s'est intéressé à la dernière étape, avec une étape de contrôle, puisque dans le ligne, il y a ces notions d'autoqualité, l'idée de détecter les problèmes au plus tôt et d'arrêter de continuer à apporter de la valeur ajoutée au produit si si un problème est détecté. Et on a reproduit en fait cette situation de travail ici, dans notre usine école, avec l'assistance ici, une interaction possible au poste. Donc un opérateur va ici travailler sur prendre une raquette et on va lui demander, avec l'assistance ou pas d'une intelligence artificielle, de contrôler la raquette et de repérer s'il y a une erreur ou pas. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va lui demander de terminer l'assemblage de la raquette. Et quand il a terminé, donc il va déclarer que son travail est terminé et ensuite passer à la raquette suivante. Et donc, on va fonctionner comme ça avec à chaque fois une trentaine de raquettes qui vont être assemblées. Et pendant ce temps-là, j'essaie d'arrêter, voilà. On va avoir donc dans un premier temps une trentaine de raquettes montées par trois groupes différents, à chaque fois une trentaine de personnes. Donc dans un premier temps, on a un groupe, une trentaine de personnes qui n'a pas le support de l'intelligence artificielle pour repérer ses défauts. Donc avant, chaque participant est formé au poste, est formé à repérer chacune des erreurs qui sont connues à l'avance et donc il est apte, il ne passe pas sur le poste en tout cas tant qu'il n'a pas validé le fait qu'il était en mesure de les repérer. Et puis on a un deuxième groupe de travail qui va avoir le support d'une intelligence artificielle partielle. Je vais vous expliquer en ce en quoi elle est partielle. Et un troisième groupe qui a un support qui est complet. Alors là aussi on est allé regarder en fait les travaux précédents. Là aussi, pour faire vite, on a vu que
une intelligence artificielle qui assiste quelqu'un dans ses prises de décision, mais qui est fiable à moins de 70%, en fait, l'opérateur ou la personne va la délaisser. Donc, il nous fallait un système qui soit supérieur, en tout cas, à un taux de détection de 70%. Et on s'est positionné du coup sur un niveau intermédiaire dans le support partiel. Donc, ici, l'intelligence artificielle sera capable de repérer à peu près 80-85% des cas de figure sans se tromper. Quand, dans le cas d'un support complet, l'intelligence artificielle ne commet aucune erreur. Et puis, donc, chacun des trois groupes monte une trentaine de raquettes dans cette situation. Et puis ensuite, ils vont monter ce qu'on va appeler une tâche 2 ici, à nouveau une trentaine de raquettes, mais sans le support de cette intelligence artificielle. Voilà, donc l'expérience en tâche 2 est la même pour chacun des trois groupes, qui par contre ont été formés différemment. Et bien sûr, on va à chaque fois réaliser un certain nombre de mesures, des mesures physiologiques, notamment en s'appuyant sur l'exoskin que vous devinez ici, qui est une espèce de gilet bardé de capteurs. On va aussi avoir des éléments auto-rapportés, c'est-à-dire des questionnaires qui vont avoir lieu pour certains avant la formation, d'autres qui vont avoir lieu après chacune des tâches 1 et des tâches 2. L'idée étant de mesurer de manière auto-rapportée le niveau d'engagement, l'autonomie, le sentiment de compétence, la motivation au travail, les aspects de charge mentale. Et puis, on va avoir des éléments purement observationnels, cette fois-ci sur la performance au travail, notamment sur le temps mis pour réaliser les tâches et sur le nombre d'erreurs détectées ou pas. Et donc, pour vous présenter les principaux résultats qu'on a obtenus, lorsque donc on est sur la première étape, donc la tâche 1, où on a trois groupes, vous vous rappelez, qui sont dans trois situations différentes, avec ou pas le soutien et l'aide, l'assistance partielle ou totale d'une intelligence artificielle. Ici, on remarque ici, on a remarqué une réelle différence d'engagement comportemental, à savoir qu'en fait, les personnes qui assemblent ces 30 raquettes avec une assistance totale de l'intelligence artificielle ont un niveau d'engagement qui est beaucoup moins prononcé que ceux qui n'ont pas d'assistance ou que ceux qui ont une assistance partielle. Et on voit ici que ceux qui ont une assistance partielle ont un engagement comportemental plus élevé même que ceux qui n'ont pas d'assistance. Quand on regarde ensuite les niveaux, alors ce niveau d'engagement est relevé et calculé à la fois sur la base d'éléments autodéclarés, les questionnaires qui sont posés à chaque personne passant sur l'expérience, mais aussi des critères physiologiques. Donc là, on a des mesures croisées. Et puis, quand on rentre un peu dans le détail, on voit ici qu'on va vers un niveau de motivation qui va vers un niveau dit de régulation identifiée, c'est-à-dire vers un niveau de motivation plus intrinsèque. Et c'est particulièrement marqué dans le cadre de l'automatisation partielle. Et dernier point ici, l'autonomie qui est au travail qui est perçue par les opérateurs, donc cette fois-ci déclarée, et aussi marque aussi un décalage entre cette automatisation partielle, donc cette assistance partielle de l'intelligence artificielle, par rapport à une intelligence qui serait parfaite, qui ne ferait aucune erreur. Donc on voit ici qu'on arrive à quelque chose qui peut sembler un peu contre-intuitif, c'est qu'une intelligence artificielle ici qui assisterait sur ces prises de décision et qui serait trop parfaite est imparfaite parce qu'elle suscite un désengagement au travail. Et lorsqu'on va vous rappelez, sur le deuxième niveau, c'est-à-dire ici chacun des trois groupes se retrouve à monter une deuxième série de 30 raquettes sans aucun support, quel qu'il soit, de quelque intelligence artificielle qu'il soit. Eh bien, ici, en termes de taux de détection des erreurs, on a clairement un niveau de performance qui est très faible dans le cas d'une automatisation complète, alors qu'on ne retrouve pas en fait cette perte de compétences quand on est sur une automatisation partielle. Voilà. Alors du coup ici un certain nombre pour contrecarrer ici ce problème lié à une intelligence artificielle qui serait trop complète et trop parfaite et qui susciterait un désengagement et une perte de compétences au travail. On a essayé ici
de développer des systèmes donc d'associer à l'intelligence artificielle deux autres technologies. Une première technologie de réalité augmentée, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemblait, et puis un système d'autorégulation ici plutôt de rétroaction du niveau d'engagement. Alors on parle aussi de biofeedback qui permet en fait à l'opérateur de savoir en permanence quel est son niveau d'engagement ou de désengagement. Alors ça a été aussi un développement réalisé avec le Tech 3 Lab. Alors sur ce système de biofeedback, il y a d'abord eu un développement qui s'est opéré sur la base d'une expérience menée sur un ERP, donc sur une interface avec un ordinateur, sur des tâches assez rébarbatives. Et là, on a couplé ça avec des signaux, utilisation de signaux EEG, un oculomètre aussi, pour vérifier et valider en fait l'indicateur qu'on va utiliser ici pour ce système de rétroaction, donc ce système de biofeedback. Voilà, alors vous voyez que les systèmes EEG sont assez lourds à mettre en œuvre. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est surtout ne pas utiliser ce type de technologie dans nos expérimentations, puisqu'en fait, il est évident que ça a un impact sur le comportement au travail. Et donc, on a obtenu ici des résultats qui étaient assez encourageants avec ce système de biofeedback qui est fiable dans 80% des cas et qui repose ici sur des données physiologiques, sur la respiration, la fréquence cardiaque et les accéléromètres. Et donc, c'est ce système-là qui nous permet, qu'on a implanté, donc, cette fois-ci sur une expérimentation qu'on a menée à Cluny, vous voyez, sur une configuration de poste qui était la même que celle menée à Aix-en-Provence, toujours sur le même produit. Et là, donc, ce qui change au poste, c'est que l'opérateur n'est pas obligé d'avoir nécessairement une interaction directe avec l'écran pour qu'on lui signale l'erreur. Ici, vous voyez que c'est directement cette réalité projetée qui lui indique qu'il y a une erreur potentielle sur le produit. Et vous avez la barre ici verte qui peut changer de couleur en fonction de son degré d'attention et d'engagement. Alors, c'est pas qu'un degré, c'est vraiment un engagement à la fois cognitif, émotionnel et comportemental qui est évalué. Donc, c'est un mix sur ces trois niveaux d'engagement. Voilà. Et donc, par contre, il continue ici à déclarer en fait le suivi de production sur l'écran. Au niveau des conditions expérimentales, on est parti donc sur cette fois-ci une intelligence artificielle qui était à 100% automatisée et parfaite, qui ne commettait pas d'erreur, avec un groupe contrôle qui n'utilisait que ce système-là. Un deuxième groupe d'une trentaine aussi de personnes qui, elle, est passée avec un couplage entre cette assistance de l'intelligence artificielle couplée à la réalité projetée. Un troisième groupe qui, lui, a travaillé avec ce système d'IA couplé au système de biofeedback. Et un quatrième groupe qui est passé sur ces tâches avec à la fois l'IA, la réalité augmentée et le système de biofeedback. Puis ensuite, pareil, il travaillait donc dans quatre groupes, dans chacune de ces quatre configurations pour une trentaine de raquettes. Et puis ensuite, il travaillait sur à nouveau 30 raquettes sans aucune assistance. Alors ici, en termes d'engagement cognitif, on n'a pas décelé de véritables différences notables, en tout cas suffisamment notables entre les différentes configurations de travail. Par contre, ce qui est notable, c'est l'engagement comportemental, qui, alors que l'intelligence artificielle ici, ça s'avérait être parfaite, hein, ne pas commettre d'erreur, eh bien, était à nouveau plus élevé à partir du moment où on introduisait ces systèmes de rétroaction, et notamment ce système de biofeedback. Alors ici, les critères que vous avez ici, ce sont les mesures physiologiques qu'on a pu opérer et qui marquent cette détection. Ensuite, au niveau de la deuxième tâche et sur la performance, une fois qu'on retire en fait cette assistance, on a repéré aussi un taux de détection des erreurs qui était très bon à partir du moment où on avait ce système de biofeedback. Et ici, un temps aussi de réalisation des tâches qui était meilleur à partir du moment où on avait cette rétroaction.
Voilà, alors du coup, de là, un certain nombre de constats. L'hypothèse que l'IA est source de motivation en éliminant les tâches répétitives et ennuyantes, bah, en fait, c'est souvent faux. Là, on a des cas qui le prouvent. Euh, Bien sûr, on peut avoir des doutes ou pas sur le fait que l'intelligence artificielle et ces technologies ont un impact sur la motivation au travail. Ben là, pour nous, c'était important d'arriver à le mesurer. Donc, on l'a mesuré à la fois sur la motivation et sur l'engagement au travail, à travers des données reportées et des données physiologiques. La liste aussi des tâches supprimées compte autant que la liste des tâches qui sont allouées à un opérateur. Évidemment, quand on introduit ces technologies, on ne demande plus à un opérateur de faire la même chose. Et bien sûr, la valeur perçue au travail est impactée. Donc, il faut bien prendre en compte les deux axes. Et bien sûr, par contre, il y a des manières dans la conception de contrecarrer en fait les effets négatifs d'une automatisation dans les prises de décision qui serait trop, pardon, qui écarterait trop l'homme. Voilà. Alors, sur les perspectives de recherche, ici, bah, ça amène pour nous qui étions purement au départ sur des démarches liées au génie industriel à vraiment essayer d'introduire aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle a priori et pas a posteriori. D'étudier ça avec des approches expérimentales qui soient les plus rigoureuses. Donc, on a développé tout un protocole expérimental qui permet de faire le lien entre plusieurs use cases pour en tirer des conclusions qui sont plus globales. Et aussi la nécessité d'avoir des études qui sont menées en entreprise et des études longitudinales sur une période de temps plus longue pour pouvoir vraiment en tirer des conclusions qui soient robustes. Et puis, bien sûr, on s'intéresse beaucoup à ce qui est facile de percevoir, c'est-à-dire le corps d'un opérateur, ses bras, ses jambes, c'est les actions donc il mène. Mais par contre, on est au balbutiement de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est au travail. Et donc ici, on a besoin de développer ici des outils d'aide à la décision qui sont neuroadaptatifs euh, et qui soient le mieux adaptés possible justement aux besoins d'une personne dans une situation de travail donnée. Voilà, et puis bien sûr, euh, l'IA peut ici être une source de génération de situations de travail qui peuvent être réellement améliorées. On l'a vu ici dans certains, mais c'est pas systématique. Et parfois, ça appelle à des résultats qui sont un peu contre-intuitifs. Et bien sûr, cette approche, cette étude amène ici à avoir une approche pluridisciplinaire avec des compétences croisées qui sont assez importantes. Donc ça amène à avoir un panel de personnes qui travaillent sur ces sujets avec une culture initiale assez large. Donc ça amène à s'interroger aussi sur les développements et les approches proposées par d'autres. Voilà, donc ici, on a tout un tas de publications qui sont liées à ça. Et bien sûr, se pose, et ce sera une guise de conclusion, le lien, bien sûr, sur les conséquences que ça a sur l'organisation du travail et surtout sur les attitudes managériales et les conditions d'utilisation et de déploiement de ces intelligences artificielles pour arriver à déployer un Lean 5.0, donc des organisations qui évolueraient en intégrant au mieux ces technologies en restant centrées sur l'humain et en favorisant un degré d'engagement élevé. Voilà pour cette présentation et merci beaucoup pour votre attention et bien sûr, je suis attentif à toutes vos questions ou demandes de précision. Merci beaucoup, Frédéric. Bah, je vais laisser l'ouverture vers les questions. S'il y en a, vous pouvez prendre la parole ou les mettre dans le chat comme vous voulez. Bonjour, vous m'entendez? S'il n'y en a pas tout de suite, le temps que les gens réfléchissent. Oui, Moi, j'en il y avait avais une quelques-unes. question. Est-ce que dans les expérimentations que tu as menées, tu as pris en compte la partie compétence initiale à faire la tâche, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà l'habitude de faire ça depuis 20 ans ou c'est quelqu'un qui vient d'arriver, la partie expertise technique,
dans ces résultats? Ou est-ce qu'ils avaient tous à peu près le même niveau? Ou voilà. Euh, Alors, sur les expérimentations que je vous ai montrées là, en fait, ils sont tous sur le même niveau. On a fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur nos étudiants. Ce qui avait aussi un mérite, c'est que ça enlève pas mal de biais psychologiques, c'est-à-dire qu'on a une population assez homogène, dans des situations de vie qui sont à peu près similaires. Euh, Par contre, du coup, on est en train de mener les mêmes expérimentations avec les opérateurs de TSL. Voilà, donc là c'est en cours, on n'a pas encore les résultats, mais évidemment, tu vois, même dans la manière de valider nos modèles expérimentaux, c'est quelque chose qu'on a voulu intégrer, parce que effectivement, pour une généralisation, il faut s'assurer qu'en fait, quand on change la population, ça reste valide, surtout, comme tu le disais, quand on a une population qui est expérimentée. Par contre, ce qui était réalisé avant chaque expérimentation, c'est une formation au poste. Donc ils avaient tous la même formation. Et ça, tout le protocole était identique pour chacun d'entre eux. D'accord. Et du coup, dans la campagne qui va avoir lieu, je dirais, sur le terrain en milieu industriel, vous allez caractériser, je dirais, justement la dimension compétence, expertise, et la partie peut-être âge par rapport justement à cet a priori vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est vrai que nos étudiants, on va dire, n'ont pas du tout d'appréhension et enfin, ça fait partie de leur quotidien par rapport à des gens qui seraient un peu plus suspicieux. Voilà, comment est-ce que vous avez caractérisé ou vous allez caractériser le profil de ces... Ouais, c'est une excellente question. Alors, ça fait partie, et tu vois, tu lèves à chaque fois tout ça, c'est autant de sujets à traiter. Dans le cas de TSL, on a un petit problème, c'est la taille, c'est une PME. Donc, on a un nombre de personnel L'échantillon est réduit, qui c'est ça. est trop réduit. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée ensuite, c'est d'essayer de trouver une autre entreprise qui est en train qui a des situations de travail qui appellent à une assistance de type intelligence artificielle, vous voyez, un peu comme ce qu'on vient de décrire, et avec un panel qui serait plus large et qui est ouverte et qui est prête à échanger sur ces sujets. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est pas toujours évident de trouver des managers ou des contextes industriels qui sont prêts à mettre le débat sur la table, en fait. Parce que forcément, hein, ça appelle à plein de discussions. Et alors, c'est d'ailleurs, c'est assez. On a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on mesure mal. C'est très humain, hein, finalement. Donc, encore une fois, la prise de décision, là, elle est avant tout émotionnelle, hein. En tout cas, chez TSL, même dans des situations assez difficiles, hein, parce qu'en ce moment, ils sont dans une situation économique assez délicate, euh, ben en fait, on a un retour excellent, en fait. Parce que les gens sont friands de parler de ces sujets-là. Ça crève l'abcès, et ça amène à échanger et à discuter et à mieux accepter, en fait, la manière de déployer ces technologies et aussi, probablement, a priori, euh, de choisir ensemble de les intégrer et pas de se les voir imposer. D'accord. Parce que c'est malgré tout c'est ce qui s'est passé pendant pas mal la décennie. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet waouh aussi qui a amené à vouloir euh, tester une technologie dans une situation de travail donnée, euh, décidée par des gens qui n'étaient pas ceux qui allaient l'utiliser. Donc, ça a conduit à des situations de rejet de systèmes qui pourtant, quand on les regarde, semblent vachement pertinents et très intéressants. Donc, c'est pour ça que l'approche a posteriori pose problème. Mais en tout cas, évidemment qu'il y a un travail à faire, donc une approche plus longitudinale et qui tient compte aussi effectivement et des âges et des profils. Alors, ce que j'ai pas dit ici, c'est que on a aussi des questionnaires sur le profil des personnes qui font le test. Donc tout ça est extrêmement codifié, hein. Les gens qui travaillent sur ces sujets-là ont des protocoles qui sont déjà reconnus. On parle de trait engagement, c'est-à-dire on a tous, euh, on est plus ou moins enclin à la recherche d'autonomie, au fait d'avoir besoin de recherche de sens dans notre travail, d'un relationnel fort aussi, ou d'être reconnu par nos pairs. On est tous aussi assez différents sur le fait qu'on a besoin de se sentir compétent dans notre travail. Et donc, en fait, il y avait un questionnaire clé au départ, et donc tous les résultats, en fait, ces données-là, en fait, étaient
des données covariantes. En fait, on a regardé la covariance. Bon, il n'y a rien de significatif qui s'est dégagé. Mais encore une fois, on est sur une situation de travail avec une population qui était relativement homogène et ta question, en fait, est enfin, à pleine non. Excellent. Ouais, exactement. Il y a une question Oui. dans le chat. Donc, Kaina, je ne sais pas si tu veux la dire à l'oral, sinon je peux la lire. Alors non, oui, c'est dans le modèle de prise de décision, vous avez fait le lien avec le modèle de Rasmussen. Alors non, c'est pas Rasmussen, c'est Mintzberg au départ. Et, on a un petit peu retravaillé ce modèle-là. Et pour la partie évaluation, je le dis en même temps, hein. Ouais, en fait, la partie Oui, évaluation, si je comprends, vous faites l'évaluation des IA contrôlées, donc vous savez qu'est-ce que l'IA va proposer, qu'est-ce qu'il va faire avec l'opérateur. ouais. J'ai l'impression dans la littérature aujourd'hui, ce genre de protocole avec une IA contrôlée n'est pas adapté pour une IA pas contrôlée, comme des LLM, les ChatGPT, ce genre de choses. Est-ce que c'est votre vision ou votre vision aussi ou pas, ou c'est ce que Alors nous, pour nous, pensez? ouais, je comprends. En fait, nous, Oui. c'était un élément de notre protocole. On avait besoin de maîtriser Mhm. le niveau de pertinence dans le retour qui était fait par l'IA à l'opérateur. Donc tout ça, pour nous, était simulé. On n'était pas sur Ok. le développement de Ouais. l'intelligence artificielle, vous voyez. Ok. On se Mhm. positionne sur l'usage, en fait. Ok. Et ce qui ressort, en fait, c'est que bah, forcément, si elle n'est pas pertinente, on la laisse tomber. Mm. Si elle est trop pertinente, ben, en fait, il y a un problème d'engagement au travail et un problème de perte de compétences. Mhm. Et si elle est partielle, et partielle à 80-85%, ben là, en fait, c'est assez. Alors là aussi, hein, c'est dans les retours qu'on a eus quand on creuse, c'est que la posture de la personne qui l'utilise change. C'est-à-dire que l'opérateur devient quelque part un peu dans la posture du chef d'équipe. Il sait que l'intelligence artificielle fait une partie du boulot, mais il sait qu'elle n'est pas fiable. Donc, il est obligé d'avoir un haut niveau de compétence pour contrôler et suivre ce que fait l'intelligence Mhm. artificielle. C'est un peu le rôle du chef d'équipe au sens du Mhm. ligne, qui encadre en fait un ensemble d'opérateurs ou de team members sur leur poste. Et c'est forcément, lui, un opérateur qualifié. Donc ça veut dire que celui qui utilise cette intelligence artificielle se doit d'être qualifié et développe aussi, du coup, aussi bien dans son apprentissage, mais aussi dans sa posture, une fierté et retrouve beaucoup de sens dans ce travail-là. Mhm. Mhm. Mais du coup, on va sur les changements de rôle ou la progression, je sais pas, du rôle d'un opérateur vers d'autres rôles. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais par rapport aux questions, par exemple, les ChatGPT et consorts, en fait, euh, évidemment que euh, on devrait tous avoir une attitude d'expert sur les sujets, les questions qu'on lui pose. Puisqu'on sait très bien qu'en fait, il est pas à la recherche d'une vérité. Mhm. Euh, et donc, c'est particulièrement important d'en avoir conscience. Par contre, c'est un super outil. Euh, mais c'est pareil, si ça devient trop parfait, ben, en fait, on va probablement quitter ce rôle d'expert et faire confiance aveuglément. Ça fait partie des parallèles, hein, ce qui valent, puisque c'est pas exactement le Mhm. même cadre de travail. Mais euh, et à l'inverse, si c'est peu fiable, on va pas l'utiliser. Mais là, aujourd'hui, ça devient suffisamment fiable pour que tout le monde trouve un intérêt à le faire. Donc, c'est vraiment, c'est encore des outils d'aide à la décision et pas de prise de décision stricto sensu qui écarterait l'homme. Vous voyez, donc c'est. Mhm. Mais par contre, du coup, dans la conception, il faudrait être capable de mesurer hein, alors, je ne sais pas quel terme serait le taux de véracité ou euh, de ce que génère en fait comme réponse Mhm. ces outils. Bon, nous, on était sur un cas beaucoup plus circonspect. On prend des situations de travail qui sont plus simples au départ. Une interaction d'un cadre, par exemple, avec le ChatGPT ou d'un quelqu'un lambda, sur des prises de décision qui sont quand même souvent un petit peu plus complexes. Mais c'est d'abord en comprenant des cas, des situations simples, qu'on arrive à structurer une démarche qui, elle, est à peu près propre, pour ensuite étudier des cas un peu plus complexes. En tout cas, c'est le plan de combat. Merci. Merci. Du coup, alors deux autres Merci questions. beaucoup. Une première de Milad. Est-ce que vous avez mesuré la pertinence du retour de l'IA en utilisant des approches de type quantification d'incertitude
Non, puisqu'en fait, c'était pas nous, on travaillait pas du tout là-dessus. Euh, Encore une fois, c'est pour nous, tout est contrôlé, en fait. Donc, tout est simulé, en fait. On n'a pas développé une IA pour faire ça, en fait. On la simule. Alors, je sais que c'est un peu comme un tour de magie, en fait. Quand on sait ça, en fait, on est un peu déçu derrière. Mais mais, mais encore une fois, nous, on est sur l'usage, en fait, et les conditions, l'impact que ça va avoir. Par contre, on s'est assuré derrière, même un an plus tard, que les gens n'avaient pas de doute sur le fait qu'ils avaient utilisé une intelligence et qu'ils avaient artificielle. Et en fait, on n'a aucun doute. Euh, voilà. Après, alors, du coup, je ne sais pas répondre à cette question, puisqu'en fait, c'était vraiment pas, on n'a pas travaillé sur ces sujets-là. C'est pas l'objectif. Et est-ce vraiment un problème de perdre une compétence à partir du moment où l'on conserve le moyen de requérir plus tard si nécessaire? Alors ouais, bien sûr, faut être sûr de ne pas la perdre, c'est juste ça. Par contre, ça pose aussi la question de savoir à quel moment, sur certaines tâches, on accepte de se priver de cette compétence. On pourrait très bien dire, en fait, telle compétence, à un moment donné, elle est sous-traitée à une intelligence artificielle et on l'a plus, humainement parlant. Il n'y a personne qui la maîtrise dans l'entreprise. Voilà, ça veut dire aussi que bah, on est dépendant de ce système là et qu'on peut plus s'en priver. Ça pose plein de questions évidemment de qui nous le fournit. C'est un peu les mêmes questions d'ailleurs qui se posaient sur le déploiement des ERP, hein, en fait, quand les données sont traitées par un partie prenant externe, une entreprise extérieure qui les stocke, qui a accès. Euh, Est-ce qu'il y a une partie de notre dépendance qui est en danger là-dessus? Alors ça, bien sûr, ça fait partie des questions sur lesquelles il y aurait des travaux de recherche à mener, hein, forcément. En tout cas, il n'y a pas d'approche ou de réponse dogmatique à avoir là-dessus. Effectivement, il y a peut-être des cas de figure où on s'en fiche, et d'autres cas de figure où ça pose vraiment problème, puisqu'en fait, il faut s'assurer en tout cas que cette perte de compétences ne crée pas une dépendance importante vis-à-vis d'un acteur extérieur, ou nous freinerait dans des futurs développements. Ouais, c'est effectivement ça. Trouver le compromis entre dépendance et productivité, quoi. Ouais, c'est ça. Et sauf que en fait, c'est des questions, elles sont tranchées souvent sur des bases des croyances, en fait. On change d'entreprise, on change d'interlocuteur, et on n'a pas le même discours. Euh, et pour tous ces sujets, en fait, je crois qu'on a besoin d'essayer de créer des contextes et des mesures euh, scientifiques qui permettent en fait de se positionner de manière un peu plus robuste. Et ça fait cruellement défaut. C'est-à-dire souvent c'est une croyance qui s'affronte à une autre croyance en fait. Personne donc après ben, on peut accepter aussi d'avoir des choix qui diffèrent et puis ben, certains qui s'avèrent dramatiques et d'autres qui s'avèrent heureux. Mais ça dépend du sujet dont on traite, hein. Il y en a sur lesquels on peut peut-être pas se permettre en fait ce type de pari pascalien. Mais oui, oui, mais avec l'écosystème d'entreprises multiples, on espère que certaines prennent un parti, d'autres un autre, et ben, celles font le meilleur choix s'en sortent le mieux, et après le modèle est répliqué chez les autres, et ben, Voilà. un peu comme le principe de l'évolution darwiniste, quoi. C'est exactement ça, sachant qu'il peut y avoir un rapport au temps aussi qui diffère, c'est-à-dire le bon choix à court terme n'est peut-être pas le bon choix à long terme. Ah oui, c'est le problème de l'évolution. Et ouais. Merci. Alors, deux autres questions. Du coup, Walid qui demande, avez-vous mesuré l'engagement pour d'autres types de profils, notamment ceux qui doivent gérer à la fois des tâches simples et répétitives, ainsi que des tâches plus complexes? Et non, pas encore, parce que justement, en fait, hein, ça fait partie des nombreux cas d'études qu'on veut réaliser. Alors, par contre, la réalisation de ces études génère énormément de données et on passe beaucoup de temps à les traiter. Donc, c'est sûr que là, on a nombre d'établissements qui ont développé aujourd'hui des usines-écoles. Ça pose la question de savoir si on ne devrait pas se mettre tous en ordre de combat pour se répartir les différents cas d'usage à traiter
avec une méthodologie partagée, parce qu'il y a tellement de questions de recherche à traiter là-dessus. Tout est à faire, hein. Encore une fois, hein, ne serait-ce que sur l'engagement, il y a des études pratiquement que sur l'engagement comportemental. Sur l'engagement cognitif, ça commence, et sur l'engagement émotionnel, il n'y a pratiquement rien. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Mais malheureusement, non, ça reste à faire. Alors, encore des questions. Est-ce qu'il serait pertinent d'adapter le niveau d'automatisation de l'IA en fonction de l'état de fatigue de l'employé? Ah ouais, mais alors ça, voilà, ça pose aussi la question. Alors là, c'est pareil, toutes ces questions sont des questions à tiroir, en fait, puisque est-ce qu'il est souhaitable ou pas de suivre, comme on l'a fait, quelqu'un dans sa situation de travail, sur son niveau d'engagement cognitif, émotionnel, comportemental, c'est compliqué en fait. Est-ce qu'il est prêt? C'est comme les données de santé. À qui elles appartiennent? Qui a accès? Et donc là, aujourd'hui, ça c'est quand même assez compliqué. Alors sur le biofeedback, oui, probablement, on pourrait développer ce type de système. Mais sur une approche plus lourde, aujourd'hui, je pense que socialement, ça serait difficile à mettre en place. Et ça pose plein de problèmes éthiques et managériaux. Et du coup, une question un peu dans le même. Alors, il y a des approches. Alors, Nicolas rebondit avec des approches basées sur des caméras. Est-ce qu'on pourrait donc envisager ce genre de. Alors, ouais, là, en fait, les, dans les situations de travail, là, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, on avait ici 3 caméras qui filmaient en permanence le visage de l'opérateur, notamment pour les critères émotionnels. Donc, effectivement, par contre, ça à mettre en place en entreprise, compliqué. Et encore une fois, est-ce souhaitable ou pas? Je laisse à chacun le soin de répondre de ce positionnement. En tout cas, ça fait partie des questions qu'on devrait se poser, en fait. Et encore une fois, il y a peut-être un parallèle à faire avec les données de santé, hein. Et voilà, donc oui, et puis là, on travaille sur le renforcement de nos protocoles avec l'IMT, qui travaille sur il y a une partie qui travaille pour les sportifs de haut niveau notamment, sur des critères plus physiologiques, euh, en plus de l'exoskin qu'on utilise. Voilà, mais par contre, sur l'approche basée sur les caméras, à vrai dire, en fait, ce qu'on a vu avec les caméras, on l'a vu avec la veste exoskin. Donc, pour l'instant, on a allégé plutôt notre protocole. Et pour les mêmes résultats. Et donc, il y avait une question un peu équivalente de Marois qui disait qu'effectivement, est-ce qu'on pourrait aussi de nouveau adapter ce niveau d'automatisation de l'IA en fonction du profil débutant-expert? Et ça, du coup. Et ouais, bien sûr, cette question se pose, hein. Ouais, bien sûr. Mais là, pour l'instant, nous, en tout cas, ça fait le lien avec une autre question précédente. Ouais, On n'a pas encore, dans le cas de TSL, la cohorte suffisamment importante pour pouvoir regarder, notamment en fonction de l'âge, de l'expérience, etc., d'avoir des données significatives. Et justement, si vous connaissez une entreprise avec un panel d'opérateurs suffisamment important et qui est ouvert à ce type de démarche, on est super intéressé. Ok, c'est noté. Voilà, Donc, une dernière remarque, et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, s'il faut très bien connaître un employé pour adapter le travail demandé à son état actuel, cela impliquerait d'avoir une IA personnelle étant une sorte de double de l'humain qui pourrait être interrogé par les divers systèmes d'IA avec lesquels l'humain est amené à interagir. Non? c'est ça, exactement. Ouais, mais au même titre qu'on parle de double numérique là, dans la santé, de jumeaux numériques dans la santé, se pose malgré tout de la question de savoir qui détient les données. Est-ce que c'est nous qui possédons nos données sur notre jumeau numérique et qui acceptons de les partager quand on nous sollicite, sachant qu'il faut que le rapport de force soit juste et équitable?
c'est-à-dire tu as le choix, mais en fait, tu fais pas vraiment ce que tu veux. C'est, ça pose plein de questions. Alors, effectivement, nous, pour l'instant, c'est des questions qu'on aimerait bien traiter, mais alors, par vos remarques, vous voyez que derrière chacune de vos remarques, il y a des questions de recherche, hein, de partout. Et j'espère qu'on sera nombreux, de plus en plus nombreux à pouvoir Oui. les aborder. Voilà. Eh ben, un grand merci encore pour ton intervention et puis de nous avoir aussi éclairé sur ce que vous faites, vous, du coup, à l'ANSAM, sur ces interactions. Et puis, bah, j'espère qu'on aura vraiment, oui, un grand merci et bravo, qu'on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter et puis peut-être autour de projets de recherche. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour le temps accordé et puis pour vos retours hyper intéressants. Et puis, ben, bien sûr, c'est à votre disposition pour échanger sur ces sujets par la suite si ça fait sens. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup.